bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce 9e épisode des Fricas, le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne Opposée. Comme d'habitude, je vous encourage, chers amis, à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube et tous les autres réseaux sociaux où l'on se trouve. Bien entendu, je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts Culture Soccer, Bola Latina ou bien l'AFC Corner. Si le second numéro de Lucarne Opposée Magazine est toujours disponible sur notre site internet, préparez-vous pour la sortie dans quelques jours, à l'heure de la publication de ce podcast, du numéro 3 spécial Coupe du Monde. Coupe du Monde 2018, c'est mal nous connaître. Dans cette 3e édition, tous nos rédacteurs, dont Bibi, vous ont concocté une anthologie d'histoires, une par tournoi de l'Uruguay 1930 au Brésil 2014. Au programme de cet Efrica, on se penchera sur les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations U20 qui aura lieu début 2019 au Niger. Mais avant cela, ouvrons ensemble le courrier Quinfri. Après avoir dragué des décennies durant l'Asie et l'Amérique du Nord, il semblerait que les gros clubs européens s'attaquent au continent africain. Le Barça est ainsi allé jouer un match de gala contre les Mamelodi Sundowns, champions d'Afrique du Sud, pour célébrer le centenaire de la naissance de Mandela. Victoire des Catalans par 3-1. L'Atlético de Madrid, de son côté, tout auréolé de son titre en Europa League, a disputé un match amical contre le Nigeria au Godswill Akpabio Stadium de Uyo. Une rencontre à laquelle n'ont participé aucun mondialiste, que ce soit côté espagnol ou côté nigérian. Pour le Nigeria par exemple, il s'agissait d'une équipe bis coachée par Salisu Yusuf, formée de joueurs évoluant en Nigerian Premier League et renforcée par quelques jeunes joueurs jouant en Europe. Score final 3-2 pour les Espagnols, but de Kelechi Nwakali, jeune gunner prêté cette saison au MVV Maastricht, et d'Ousmane Mohamed qui évolue en Type Ligue norvégienne pour les Nigérians, Angel Correa, Fernando Torres, Borja Garcés pour les Matelassiers. Mais les beaux Hidalgo de la Liga ne sont pas les seuls à copiner sur ce continent. Les English sont également de la partie. Après Hull City et le Kenya, Arsenal a conclu un partenariat avec l'Office du tourisme du Rwanda. En échange de visibilité sur les manches de leur liquette rouge et blanche, les Gunners animeront à Kigali des ateliers de formation et de développement de la pratique du football pour garçons et filles. Rien à signaler en revanche chez les clubs hexagonaux depuis la coopération avortée entre le FC Metz et le Tchad courant 2017. À quand le retour du trophée des champions en Afrique ? En Guinée, la vie du Horoya est loin d'être un long fleuve tranquille. Sur le plan sportif, tout va bien. Solide leader de Ligue 1 guinéenne, les Rouges de Conakry ont également pris la seconde place de leur poule en Ligue des Champions à la faveur d'un bon nul face au terrifiant Mamelodi Sundowns. Un résultat qui a tout de même légèrement frustré le coach Victor Zvonka qui a déclaré « Je pense que notre inexpérience nous a sûrement pénalisés. Quand je vois les 2 buts qu'on prend, c'est un tout petit peu dommageable, mais on a su rectifier en égalisant sur la fin de match. Je suis quand même déçu, on aurait pu gagner sur l'ensemble du match avec toutes les occasions qu'on a eues. Pas content. » C'est en revanche en ce qui concerne la vie de son effectif qu'Oroya a dû traverser quelques rapides. Déjà, il y a le feuilleton des Fricas sur le cas du joueur Ibrahima Sori Sankon, qui a été réintégré au groupe par la direction du club avant le match contre les Sud-Africains et qui a même été l'un des principaux artisans pour obtenir ce résultat. Rendez-vous au prochain numéro des Fricas pour les suites de cette relation entre le joueur et son club digne d'une telenovela. Mais surtout, et ça prête beaucoup moins à la gaudriole, le HAC, a dû se priver pour ce match de son attaquant burkinabé Bassirou Ouedraogo, le joueur s'étant effondré lors du décrassage qu'il effectuait avec son équipe sur la plage de Lomé le lendemain de la victoire des Guinéens au Togo en ouverture de la compétition. Alors qu'il s'amusait sur la plage, il ne s'est pas relevé suite à un plongeon dans l'eau. Transporté à l'hôpital dans le coma, il était proche de la noyade. Il s'est réveillé et va devoir affronter une longue période de rééducation après avoir subi une paralysie de ses membres supérieurs et inférieurs. Yamoussa Soriba Souma, médecin en chef du Horoya, nous donne des nouvelles. Après les 10 jours à Lomé, on va procéder à 90 jours de rééducation. Il est prévu un séjour au Maroc,
On ne peut pas dire exactement à quelle date il va reprendre les activités, chaque corps réagit différemment au traitement dans ce genre d'accident. Mais on croise les doigts et on demande que tout le monde prie pour lui. Nous allons également tout faire pour qu'il puisse rejouer au football. Et bien toute la rédaction de Lucarne Opposée et des Fricas lui souhaite un grand bon courage et un bon rétablissement. Allez, une brève bien plus sympathique maintenant en provenance du Botswana. Le Township Rollers, que l'on a souvent évoqué dans nos précédents podcasts sur la Ligue des Champions, a été sacré champion devant Jwaneng Galaxy. C'est le 3e titre consécutif du Popa Popa et le 6e depuis 2010. Congrats! Des nouvelles de l'immense Benny McCarthy, le légendaire attaquant sud-africain qui officiait déjà sur le banc du Cape Town City FC, sa ville natale, vient d'obtenir sa licence UEFA Pro. Voilà qui pourrait intéresser quelques équipes en Angleterre ou au Portugal, où Benny a réussi entre 2002 et 2011. Direction Accra et le Ghana maintenant, où les prochains jours s'annoncent tendus à la fédération. En effet, le président de la République, Nana Akufo-Addo, a demandé l'arrestation du président Kwesi Nyantakyi, coupable de fraude. Il faudra suivre avec attention la position de la FIFA qui n'a pas l'habitude de laisser les politiques s'immiscer dans leurs affaires. Fraîchement nommé à la tête du Kenya, où il a pris la relève du démissionnaire Paul Putt, le Français Sébastien Migné s'est déjà mis activement au travail. Les locaux ont déjà été supervisés lors d'un stage, et déjà 2 matchs, contre la Guinée équatoriale et le Swaziland, sont programmés pour préparer la rencontre de qualification pour la CAN qui les opposera au Ghana en septembre. Début juin, les Harambee Stars vont également disputer la Hero Cup organisée à Bombay, où ils croiseront le fer avec l'Inde, Taipei et la Nouvelle-Zélande. On se met de côté tout ce qui concerne les nations mondialistes, on y viendra bientôt dans des podcasts tout à fait consacrés à cet événement, et on file tout de suite voir ce qui se passe du côté des minots de l'Afrique qui sont en pleine phase de qualif pour la CAN U20 de 2019. Yari. Et c'est parti donc pour débriefer, pour analyser cette Coupe d'Afrique des Nations junior U20. Pas tout à fait junior, parce que junior c'est la U23 quand on y pense. Anciennement junior, là c'est la U20. Je ne saurais pas comment on pourrait les appeler exactement. Sur les anciennes dénominations, ceux qui ont fait du football dans les années 90 s'en rappellent. Et cette Coupe d'Afrique des Nations dont on est actuellement dans la phase de qualification pour la compétition, en soi compétition qui se déroulera au Niger en 2019, entre le 24 février et le 10 mars 2019. Donc, Coupe d'Afrique des Nations, donc U20, qui pour le petit format se joue entre 8 équipes divisées en 2 groupes de 4 et dont les 3 meilleurs seront qualifiés pour la Coupe du Monde, les 4 meilleurs seront qualifiés pour la Coupe du Monde U20. Là pour le moment on est donc sur la phase qualificative, avec il y a eu le premier round de passé, le second round, on va bientôt attaquer le 3e round et il y a eu des petites surprises. On va débriefer certains matchs, on va parler de mettre en lumière certaines équipes. Et moi j'aimerais bien qu'on commence parce que là je l'ai sous les yeux et je suis assez étonné de retrouver une nation du football africain qu'on ne voit pas souvent au premier plan. C'est la Mauritanie qui fait un parcours plus qu'honorable puisqu'ils arrivent au dernier tour qualificatif avant la véritable compétition et surtout au premier tour, et là on touche même aux politiques, la Mauritanie a sorti le Maroc, c'est assez fort. Bonsoir Simon, effectivement c'est très fort et figure-toi qu'ils ont continué parce que le tour d'après c'était la Guinée et la Guinée c'est un candidat sérieux puisqu'ils n'étaient ni plus ni moins que demi-finalistes de la dernière édition de la CAN de la catégorie et donc ils étaient présents au dernier mondial U20 qui a eu lieu du côté de la Corée du Sud en fin d'année passée. Et les Mauritaniens, pour la Mauritanie, oui, c'est une surprise, mais c'est vrai qu'ils sont quand même en train de bien bosser. On se souvient que du côté du Maroc, justement, au Chan, ils avaient fait quelque chose de plutôt pas mal.
ils essayent de donner de la visibilité à leur championnat et tout ça. La fédération travaille plutôt bien. Ils arrivent à communiquer un peu sur leur activité. On en entend un petit peu plus parler qu'avant. Et figure-toi que ça va continuer parce que contre la Guinée, ils sont revenus presque de nulle part. Donc ils avaient remporté la manche aller chez eux 1-0. Puis pour le retour, ça commence mal pour eux. Les Guinéens ouvrent le score dès le début. Un penalty juste avant la mi-temps pour doubler la mise, 2-0. Au retour des vestiaires, les Guinéens qui reviennent en grande forme. Troisième but avec un doublé pour Sékou Camara. Sékou Camara qui est le joueur du Haut-Roya, qui est un joueur assez confirmé à son âge. Et voilà, ça se déroulait plutôt bien. Ils avaient la même mise sur le ballon. Et jusqu'à la 76e minute. Et là, c'est là que tout s'écroule. Et je te propose de ressortir le discours de l'entraîneur à la fin du match pour que les auditeurs comprennent. Comme ça, on se plonge direct dans le vin du sujet. Le penalty imaginaire a perturbé les gamins parce qu'à 3-2, on est éliminé. Explique donc le coach que Souleymane Abedi Camara. Je suis très déçu, mais pas de mes joueurs. Je suis déçu du comportement des arbitres. Il faut oser dire la vérité. On s'est fait voler en déplacement et à domicile, pareil. En tant que sélectionneur, je suis très déçu parce que mon objectif était de se qualifier. Alors ouais, c'est des mots un petit peu durs pour les Mauritaniens qui ont quand même réussi à renverser le score et en fin de match. Donc ils ont obtenu ce penalty qui leur a permis de revenir à 3-1 et ils ont poussé. Et puis comme tu sais, en fin de match, quand tu es une équipe qui est acculée sur son but et qui ne pense plus qu'à défendre et à se dégager le plus loin possible, on finit par encaisser et c'est ce qui est arrivé. Les Mauritaniens ont réussi à mettre ce deuxième but qui est au final avec l'avantage du but à l'extérieur, leur permet de se qualifier. Pour le prochain tour, ils affronteront le Nigeria, donc ça continue à être costaud pour eux. Le Nigeria qui a éliminé la Guinée-Bissau. Voilà, donc le Nigeria, c'est toujours un prétendant très sérieux pour les compétitions de jeunes. Le match retour sera au Nigeria, donc voilà, quand même un petit avantage encore sur le papier ce tour-ci pour l'adversaire de la Mauritanie, mais bon, voilà, après le Maroc au premier tour, la Guinée au second tour, ils sont plus à un exploit près. Écoute, on va les suivre. On espère que les experts du football mauritanien arriveront à se défaire du Nigeria. C'est presque, on dirait presque du jeu vidéo. À chaque fois, tu passes à un nouveau boss de plus en plus fort, et là, tu arrives sur le Nigeria, ça devient très très costaud. Et écoute, je vais pas mentir à nos auditeurs, je me rends compte avec stupéfaction que je ne t'ai pas introduit, mon pauvre Pierre-Marie. Je n'ai pas fait mon introduction habituelle et j'aurais pu bidouiller tout ça au montage. Et par honnêteté, je l'avoue, voilà, j'ai complètement omis. Voilà, mesdames et messieurs, notre cher chroniqueur des Fricas, Pierre-Marie Gosselin, avec qui, bien sûr, nous allons analyser cette compétition, les qualifications pour cette compétition. Et ce qui fait que je ne t'ai pas introduit, je ne t'ai pas dit bonjour, et en plus, je n'ai pas pris de nouvelles des petits de la Bisport. Figure-toi que la transition est toute trouvée pour la suite puisque j'allais enchaîner justement sur le Bénin. Écoute, déjà, bonsoir à tous, même si je me doute maintenant que les auditeurs m'ont reconnu dès les premiers soubresauts de ma voix. Mais écoute, figure-toi que les petits là d'Abisport, il n'y en a aucun qui est retenu pour nous dans cette compétition. Il y en a un qui était parmi nous jusqu'à l'année dernière, jusqu'au mois de septembre dernier, le gardien. Je peux donner son nom, même s'il n'est pas encore très connu, Siaka Ogoubi. Et figure-toi que lui, il est un peu pénalisé par sa taille. Il est plutôt pas mal, super bon sur la ligne et tout ça. Il sort très très vite dans les pieds. Son jeu au pied est pas trop, voilà, il est pas trop mauvais. Enfin, vraiment un gardien super tonique et tout. Enfin, un chat un petit peu dans le style Bernard Lama, Jérémy Janot, tu vois, qui se jette sur tous les ballons. Et il est un petit peu petit, du coup c'est un peu galère pour lui. Et on avait fait plusieurs tournois de détection. À chaque fois j'avais le retour des recruteurs qui me disaient oui il est bon, mais voilà, le haut niveau maintenant ils veulent des gardiens de grande taille. Donc il était un petit peu bloqué. On avait pris la décision avec lui que le mieux c'était qu'il rentre dans le championnat béninois, qu'il intègre un club de professionnels de deuxième ou troisième division. Pour pouvoir continuer sa progression et essayer de percer sur le terrain, puisque finalement les recruteurs veulent pas lui donner sa chance. Peut-être qu'au travers des performances avec la sélection ou etc., ça pouvait être un moyen pour lui de se faire recruter, de monter des marches petit à petit et d'essayer de gravir les niveaux pour peut-être pas atteindre du coup le niveau européen, mais un bon niveau continental, c'est pas impossible. Et voilà, donc ça c'est le petit joueur d'Abisport ou ancien d'Abisport qui est concerné par ces matchs-là.
j'aurai l'occasion d'y revenir. Sinon, pour les autres, figure-toi qu'ils sont en train de préparer un tournoi de recrutement justement du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est prévu pour mi-juin. Donc il reste encore un petit peu de temps pour se préparer et on en avait déjà fait l'année dernière, donc c'est la deuxième fois, oui, qu'ils vont se rendre du côté d'Abidjan, donc ils iront en terrain, comment on peut dire, semi-conquis. Et voilà, sinon, juste pour conclure quand même sur les plus petits, pour dire quand même aussi que l'Afrique avance dans les autres catégories de jeunes. Il y a en ce moment les détections pour la catégorie cadet, du coup U16. Et voilà, ils sont en train de réaliser un petit peu tout ça au Bénin. On espère avoir un de nos attaquants là qui est en train de passer les essais les uns après les essais, pas les essais, mais les tests de détection. Et voilà, il arrive là, il se rapproche de la fin de la sélection. On espère qu'il va aller jusqu'au bout pour pouvoir représenter son pays. Eh ben, allez la Bisport et Jérémy Janot, que tu as cité, pourrait te répondre à propos de ton jeune gardien que la taille n'est pas un problème. Fabien Barthez, d'ailleurs, Fabien Barthez aussi pourrait te répondre la même chose. Et Jorge Campos aussi. Enfin bref, tout un tas de gardiens petits mais costauds. Et donc, tu l'as dit, transition parfaite, puisque on va attaquer le parcours de l'équipe du Bénin et un dernier match de qualification contre une très grosse nation d'Afrique, le Ghana. Alors, ils vont jouer le prochain tour contre le Ghana. Ils ont joué le tour précédent contre la Gambie. Alors, c'est pas le même standing. On a la première syllabe au début du nom, mais sinon pour le reste, voilà, c'était pas l'adversaire le plus compliqué pour le Bénin. Ça sera le cas au prochain tour contre le Ghana. Donc ces Béninois, ils ont passé le premier tour par forfait contre le Libéria. C'est un petit peu une surprise parce que on s'attendait, j'en parlais avec mes amis, avec un ami journaliste là-bas, et on se disait là, ça va être chaud contre le Libéria parce qu'avec l'élection de Georges Weah, il va peut-être, c'était la première compétition, donc c'est U20, c'était la première sélection qu'il devait bâtir sous son mandat. Alors même si c'est pas la sélection A, on s'est dit qu'il allait peut-être s'investir un petit peu en tant qu'ancien Ballon d'Or dans le développement du foot de ces petits. Et finalement non, ils ont déclaré forfait quelques semaines du match. Et donc le Bénin se retrouve au deuxième tour contre la Gambie. Alors, match aller, ils perdent 2-1. Ils sont menés 2-0 rapidement en première mi-temps. Ils arrivent à mettre un but à l'extérieur qui leur permet d'aborder le match retour un petit peu plus confortablement. Et là, la grande surprise, c'est que ils jouent dans le deuxième stade le plus grand de Cotonou. Ça s'appelle le stade René Pleven. Si tu veux, c'est vraiment un stade à l'ancienne avec une grande tribune qu'on pourrait dire un peu la tribune d'honneur. Voilà, avec le petit coin presse, les bancs de touche qui sont situés devant, etc. Et puis après, tout le reste, c'est de la tribune en béton d'un stade, on pourrait dire un stade soviétique des années 70, quoi, d'un seul bloc et tout. Et donc, ça fait entre 15 et 20 000 places, quoi. C'est quand même assez conséquent. On va peut-être aller plutôt entre 10 et 15 000. Je ne vais pas être trop marseillais. Et figure-toi que le stade était plein à craquer. Et c'est assez incroyable parce que moi, je l'avais jamais vu plein, ce stade. Pour des matchs de Ligue des Champions, pour des matchs de Ligue des Champions intéressants, tout ce que tu veux, j'avais jamais vu ce stade rempli pour des derbies de championnat et tout. Il avait jamais été plein. Et là, pour les juniors, pour les U20 du coup, qui jouent leur premier match finalement de leur campagne de qualification contre la Gambie, et ils se retrouvent avec une pression extraordinaire, avec tout le soutien du stade qui les pousse vraiment, avec les cris, les supporters, ils faisaient les cris qu'on fait quand il y a des voleurs qui arrivent dès que les Gambiens avaient la balle, tu vois, histoire de faire monter un peu la pression. Faut rappeler que c'est des jeunes, hein, normalement c'est des enfants, donc pas forcément facile d'appréhender des atmosphères comme ça. Et ça a apporté un petit peu les Béninois qui s'en sont sortis, donc victoire 2-0 avec un but rapidement en début de match, avant de subir un petit peu les assauts durant tout le début de la deuxième, même on peut dire pendant toute la deuxième période, ils ont subi un peu les assauts des Gambiens qui voulaient essayer de revenir au score, et puis ils ont réussi à doubler la mise sur un contre en fin de match. Ça a été la grande joie, des clappings avec les supporters et tout. Ça promet justement, un très beau match contre le Ghana. Le Ghana, c'est un pays voisin du Bénin. C'est quelques centaines de kilomètres, hein. C'est vraiment des capitales toutes proches. Donc on peut imaginer que si le public, après ce qu'ils ont vu, risque de revenir, voilà, il risque d'y avoir une super ambiance. Et ces matchs-là qui vont se jouer, alors du côté de Cotonou, je crois que c'est pour le 20 juillet. Le match aller, c'est pour le 13 juillet. Sincèrement, ça vaudra le coup d'œil. Le stade René Pleven est situé dans un quartier un peu populaire de Cotonou, donc l'ambiance elle est top. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants et tout. Voilà, c'était une grande fête, et c'est étonnant que ce soit une fête qui se soit réalisée autour de cette équipe U20, et ça méritait le coup d'être dit. Contre le Ghana, pour le prochain match, là, ça va être quand même un peu compliqué, hein. Les Ghanéens, ils partent favoris. Faut rappeler que le Ghana, c'est la dernière équipe victorieuse, championne du monde
dans la catégorie, c'était en 2009 avec André Ayou, Dominique Adia, etc. Enfin, c'est d'ailleurs des joueurs qu'on peut retrouver dans le prochain magazine de Lucarno Posé sur la Coupe du Monde. Et donc voilà, ils partiront favoris à condition qu'ils ne déclarent pas forfait, parce que bon, après tout, pourquoi pas, le Bénin ne pourrait pas avoir de la chance jusqu'à aller à la CAN sans jouer de match supplémentaire, parce que comme tu l'as dit dans les brefs, c'est un petit peu chaud à la fédération ghanéenne, et on sait que la FIFA et la politique, ça fait rarement bon ménage. Et du coup, quand le président de la République se mêle des affaires du football, la FIFA peut suspendre. En cas de suspension, le Ghana sera automatiquement forfait. Donc voilà, du côté du Bénin, on attend peut-être un dénouement plus facile pour aller au Niger. Ou sinon, il y aura un match à aller voir du côté de Cotonou. Vous pouvez me faire confiance. Ça s'appelle de l'ingérence, si je me trompe pas, et en effet, c'est totalement proscrit par la FIFA. Il me semble que le Pérou a été sous le coup au-delà des affaires concernant Paulo Guerrero. Il me semble que le Pérou a eu ce problème-là récemment avec une ingérence de son gouvernement sur la fédération péruvienne de football. Et le Ghana, donc, qui en effet, on l'a dit dans la brève, subit ce même genre de problème mêlant politique et sport. On passe ensuite à un autre match de qualification de ce troisième round, de ce troisième tour de qualification, celui qui oppose le Burkina Faso, les petits étalons, les petits poneys étalons du Burkina Faso, du coup, au Gabon. Gabon, c'est la panthère, je ne sais plus. Ouais, c'est ça, c'est la panthère. Donc les petites panthères. Les petites panthères du Gabon, gabonais, petites panthères du Gabon, qui ont réalisé un joli exploit au tour précédent, puisqu'ils ont griffé les grandes oreilles des petits éléphantos ivoiriens, et qui ont été du coup éliminés 3-2 score final. Un bel exploit là, de la part des Gabonais. Ouais, c'est vrai que sur le papier, cette équipe ivoirienne, la Côte d'Ivoire, c'est quand même un pays de référence en matière de formation des footballeurs en Afrique. Il y a qu'à voir un petit peu le nombre d'Ivoiriens qui sont dans tous les clubs européens, dans beaucoup de divisions. C'est parce qu'il y a une raison, c'est parce que la formation là-bas existe, et ce depuis un petit moment, hein, parce qu'il faut rappeler quand même que ça avait commencé peut-être un peu avant, mais c'est surtout avec Guillou, Jean-Marc Guillou et la SEC Mimosa, où la Mimosifcom avait formé Yaya Touré, Gervinho, Kolo Touré, Aruna Dindan, etc. Donc voilà, pour rafraîchir un petit peu la mémoire de tout le monde. Et voilà, donc ça se poursuit un petit peu. Donc la Côte d'Ivoire continue d'être un pays référence en matière de formation, même si les résultats sont pas forcément là sur la scène continentale. Donc face au Gabon, ils partaient favoris, et ça a mal commencé pour eux, parce qu'ils se sont fait quand même pris un 3-0 du côté de Libreville pour le match aller. Donc généralement c'est une claque, on peut se dire que c'est terminé, mais les Ivoiriens, ils y croyaient encore, parce qu'au final les Gabonais avaient été assez réalistes lors du match aller, donc ils avaient manqué beaucoup d'occasions, et ils s'étaient dit que pourquoi pas un retour serait possible. Et le scénario du match leur a pas donné totalement tort, puisqu'ils ont archi dominé ces Gabonais au match retour à Abidjan. Ils arrivent à ouvrir le score dès le début. On s'est dit que c'est le scénario idéal pour faire une remontada, sauf que après, ça bloque, et impossible de mettre ce deuxième but. Ils ont énormément en danger. Il y a eu beaucoup d'occasions, des buts tout faits qui ont été ratés. Ils ont réussi à mettre un deuxième en toute fin de match, mais c'était un petit peu tard pour pouvoir pousser et essayer d'arracher une prolongation. Parce que c'est vrai que sur le niveau entre les deux adversaires, même si le score du match aller est flatteur pour le Gabon, au match retour, il n'y avait vraiment pas photo, et les Ivoiriens auraient pu leur mettre une valise et finalement retourner ce score-là. Donc voilà, à suivre quand même. C'est quand même c'est un bel exploit de la part des Gabonais. Ils vont affronter au prochain tour, donc comme tu as dit, les Burkinabés. Les Burkinabés, c'est un peu comme la Côte d'Ivoire, c'est un petit peu le petit frère de la Côte d'Ivoire, on pourrait dire. Donc voilà, ils ont le centre de Jean-Marc Guillou maintenant. Donc tu vois, ça, quelques années plus tard, ils reproduisent un peu ce schéma-là. On a aussi beaucoup d'autres centres à côté de Guillou qui sont là. Je rectifie, non, je suis en train de dire une bêtise. Jean-Marc Guillou, c'est du côté du Mali. Mais ils ont c'est un des petits frères de la Côte d'Ivoire. On y viendra tout à l'heure sur le Mali, donc qui est aussi un petit frère ivoirien. Mais donc pour les Burkinabés, ils ont sorti les Libyens au match précédent. Ça a été 3-3-1 à domicile, et ils ont réussi à ramener un match nul du côté de la Tunisie, parce qu'on rappelle quand même que la Libye ne joue toujours pas ces matchs
à domicile, que ce soit dans le cadre des compétitions de ses clubs ou de sa sélection. Ils vont généralement du côté de Tunis, enfin du côté de la Tunisie. Donc voilà, donc prochain tour Burkina-Gabon, très indécis. Moi, voilà, bon, jusqu'à montrer le Gabon, pourquoi pas un ultime exploit et rejoindre la CAN. Très bien, bah écoute, on le leur souhaite en tout cas. Et puis j'ai envie de dire que ça reflète un petit peu aussi le parcours généralement des sélections adultes qui ont un petit peu les mêmes profils depuis quelques années. Allez, avec un petit plus pour le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, mais vraiment parce qu'il y a Pierre-Emerick Aubameyang. Non, mais justement, c'est intéressant comme débat. C'est vrai qu'il y a sur certains pays, ça reflète vraiment. Parce que les nations s'appuient sur des joueurs formés localement. Donc on voit la progression des jeunes enfin on a vu la progression de la sélection nationale et on a vu que ça s'est traduit après au niveau des jeunes. Justement, je te vole ta transition, tu m'excuses Simon. Je voulais enchaîner sur la Zambie. Le match d'après, c'était Zambie contre le Burundi. Et la Zambie, si tu veux, c'est un exemple concret qui montre justement que ces jeunes sont le reflet des performances des grands. Les grands vont bien, derrière les jeunes vont bien et disons que le schéma qui a été produit pour que les grands et les seniors progressent a été fait aussi à toutes les catégories d'âge. Et ces Zambiens, bon, ils ont sorti le Rwanda, ça a été un petit peu dur, mais bon, ils peuvent s'appuyer pour le coup, c'est les champions d'Afrique en titre dans la catégorie puisque c'est les U20 Zambiens qui avaient remporté la compétition il y a 2 ans. Et c'est eux qui avaient fait un super parcours en Corée du Sud, qui avait surpris un petit peu tout le monde, avec notamment super joueur Patson Daka qui avait été élu meilleur jeune africain quelques mois plus tard, qui aujourd'hui est du côté du Red Bull Salzbourg. Il n'a pas joué dans les demi-finales. Il y avait son compère Enoch Mwepu, qui était également de cette équipe des jeunes Zambiens champions d'Afrique, qui était lui sur le banc, qui n'est pas rentré, mais bon, nul doute que dans les années à venir, ils vont réussir à faire leur tour là-bas du côté de l'Autriche. Et donc la relève suit, et on a les Zambiens qui ont sorti quand même le Rwanda, match nul 1 partout après avoir gagné 2-0 là-bas, donc vraiment assez tranquillement. Et voilà, c'est la preuve justement que ce travail est vraiment, que c'est des fondations qui ont été bien établies. C'est justement que d'une année sur l'autre, d'une génération à l'autre, on arrive à perpétuer plus ou moins le même niveau et qu'on arrive à qualifier régulièrement son pays pour la CAN. Leur adversaire, le Burundi, bon, j'en sais pas tellement sur cette équipe-là. Ils ont quand même sorti le Soudan, donc voilà, c'est pas mal. Ça peut être une référence. Donc voilà, Zambie-Burundi, voilà, petite piécette pour moi pour les Zambiens, pardon, mais ça va être quand même serré. Eh ben, je t'en prie, vas-y, vole-moi mes transitions. Alors, qu'est-ce que tu vas dire après pour enchaîner avec Cameroun-Mali, hein? Vas-y, hein? Est-ce qu'il y a des lions au Burundi? Burundi, terre de lions, comme les lions indomptables? Pas sûr qu'il y ait des lions. Le Burundi, c'est plutôt réputé pour ses grands singes qui peuplent les forêts, parce que le Burundi, c'est plutôt un peu comme le Rwanda et tout ça, donc c'est les gorilles à dos argentés, etc., qu'on retrouverait davantage que les lions. Après, il y a peut-être quand même des félins qui vivent dans la forêt, notamment peut-être des panthères, donc pourquoi pas une panthère qui peut rivaliser avec avec un lion. Donc pour ce Cameroun-Mali, le Cameroun a battu difficilement l'Ouganda au tour précédent, au tir au but, 5 tirs au but à 4 pour être très précis. Et donc ils auront la dure tâche d'affronter le Mali. Les Maliens, voilà, donc je l'ai dit un petit peu avant, c'est à l'image du Burkina, c'est un petit frère de la Côte d'Ivoire qui a su surfer un petit peu sur la réussite de formation qui a été instaurée en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire, et qui reproduit aussi un peu ce style de schéma avec, là, du coup, pour le coup, c'est sûr, l'Académie Jean-Marc Guillou, qui l'a lancé il y a quelques années, qui commence elle aussi à sortir de super joueurs, notamment un joueur qui est également du côté de Red Bull Salzbourg. Vous allez me dire, les chemins se croisent beaucoup, mais c'est peut-être pas un hasard, hein. L'Afrique, c'est pas tout le monde qui ose y aller, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on retrouve voilà, ces schémas-là. Et donc, du côté de Red Bull Salzbourg, on avait un petit jeune qui a posé pas mal de problèmes à l'OM. Il s'agit de Haïdara, milieu de terrain qui a été assez virevoltant, qui, je me souviens, avait été plutôt pas mal. Et ben lui, par exemple, il sort de l'Académie Jean-Marc Guillou, il a fait partie de cette sélection malienne U20 un temps très proche.
Et donc voilà, donc là c'est encore une nouvelle génération, c'est de nouveau sur ces jeunes-là, de ces académies-là sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Donc le Mali c'est un candidat très sérieux et le Mali c'est un pays qu'on retrouve très souvent en phase finale de la CAN dans les catégories de jeunes aussi. Donc là aussi on a un match entre deux belles sélections. Très bien, deux belles sélections. On en a aussi un avant de, bah tiens, on va passer à eux, avant de terminer par l'Afrique du Sud, Malawi, qui sont deux voisins, si je me trompe pas, mais pour le coup, il y a un petit écart entre les deux. Il y a un autre match, un autre gros match entre deux sélections au niveau à peu près similaire. C'est un Congo-Sénégal absolument prometteur. Le Congo qui a fait un joli parcours pardon, en éliminant la Namibie et le Botswana, et le Sénégal qui s'est farci l'Égypte dans un match qui a terminé au péno, un match au cordeau. Ouais, et ben figure-toi que ben c'est intéressant pour revenir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Le Congo, voilà, là aussi essaye la sélection A va un petit peu mieux. Ils ont participé à la CAN, je crois, il y a 2 éditions, peut-être la CAN 2015, si je dis pas une bêtise. Donc voilà, les Diables Rouges sont une sélection qui progresse un petit peu. Ils ont eu des heures de gloire dans les années 70 et 80. Il faut remonter un petit peu, mais là ils sont en train de revenir. Et figure-toi qu'eux, ils peuvent s'appuyer sur un centre fédéral. C'est pas tous les pays qui ont ça, mais à Brazzaville, ils ont une académie, on peut dire, un centre de fédération géré par la fédération et le ministère des Sports, qui est situé dans les entrailles du stade. Et du coup, ça permet tous les meilleurs jeunes du Congo d'être rassemblés là dès leur plus jeune âge, hein. On parle carrément de préformation avec des gamins de 12-13 ans qui sont recrutés enfin voilà, dès qu'ils sont dès que les talents les plus prometteurs émergent comme ça, ils sont rassemblés dans le petit Clairefontaine local. Et ça a commencé il y a, on va dire, 2010 par là, peut-être un petit peu avant 2010. Donc c'est quand même assez récent. Donc c'est maintenant un petit peu qu'on commence à voir les fruits de tout le travail qui a été fait. Et pour raconter un petit peu pour la petite histoire, ça a été longtemps chapeauté cette affaire par un vieux routier de la Ligue 1 qui n'est autre que l'ancien président d'Auxerre, Gérard Bourgoin. Je ne sais pas si tu vois un petit peu le personnage, super ami avec Tout à Gérard fait. Depardieu, qui a fait du business à Cuba avec Fidel Castro, etc. Et qui, j'imagine, doit être un ami aussi du président congolais Denis Sassou Nguesso. Bon, je m'avance peut-être un petit peu, mais j'imagine qu'ils doivent avoir de bonnes relations pour avoir disons, pour qu'il ait eu autant d'influence sur le football local. Et là, alors, je ne sais pas trop si ça a tourné ou pas. Je sais pas quelle est encore la présence française un petit peu dans la formation au Congo, parce qu'avant, le directeur du centre était français, les coachs étaient français, donc c'était vraiment un environnement francophone et français qui était là-bas. Et maintenant, c'est plutôt les Italiens qui y sont. Et il y a l'Atalanta Bergame qui a ouvert carrément une académie, là aussi en lien avec le ministère des Sports, avec l'idée de rassembler un petit peu voilà, la même chose. On reprend la même formule avec des jeunes qui vont se rassembler dans le nouveau stade qui a été construit à Brazzaville pour les Jeux africains il y a quelques années. Et donc voilà, c'est un changement d'école, un changement de style. On va voir si ça va apporter ses fruits. On va voir si ça va faire une différence, parce que quand même le Congo, c'est pas trop mal ce qu'ils ont fait ces dernières années. Voilà, il y a un petit peu d'instabilité avec les entraîneurs. Justement, on en a parlé dans les brèves. Sébastien Migné, qui est maintenant du côté du Kenya, qui était à Brazzaville. Et bon, on lui avait promis monts et merveilles, c'est jamais venu. Donc voilà, à voir si ça va durer. En tout cas, pour les jeunes, maintenant, ils peuvent s'appuyer sur les Italiens de Bergame. Et actuellement, en tout cas, sur le terrain, c'est 3-0 contre le Botswana après avoir fait un but partout là-bas. Et à une dernière match contre le Sénégal. Sur le papier, tu me diras, fou, Sénégal, c'est quand même costaud. On a Teranga, on a Sadio Mané en tête et tout ça, toute cette flopée de jeunes qui ont été formés. Mais j'ai envie de te dire, attention, parce que on disait justement, est-ce que la sélection des jeunes reflète la sélection A? Pour le Sénégal, il y a une vraie fracture entre la sélection A et les jeunes. Alors, c'est pas une fracture qui est peut-être intentionnelle ou quoi que ce soit, hein, mais c'est une fracture qui peut exister de par la présence très importante des expatriés, des binationaux dans l'équipe A. Et au final, voilà, c'est seulement que ces jeunes-là qui sont dans les sélections de jeunes, après, ont du mal à percer. C'est pas tous qui arrivent à franchir le palier de la sélection. Alors, pour le coup, le Sénégal, en termes de formation, c'est énorme ce qu'ils font. Enfin, il y a énormément de progrès qui a été fait. Ils ont Jambars, qui a été une référence pendant longtemps. Génération Foot, donc ceux qui ont formé Sadio Mané, etc. Il y a aussi Lyon, qui est du côté de Dakar au Dakar Sacré-Cœur.
avec carrément une antenne de son centre de formation à Dakar. Donc, c'est une implantation qui est réelle. Et donc, en fait, tout ce travail-là, ça porte ses fruits parce que ça permet au Sénégal d'avoir des jeunes, année après année, génération après génération, de super niveau, qui ont été entraînés dans des très bonnes conditions. Mais voilà, il y a encore ce dernier palier à franchir, d'être capable d'être encore meilleur que les joueurs qui ont été formés en France et qui sont souvent un petit peu privilégiés par le sélectionneur parce que voilà, tactiquement ils sont peut-être avec des qualités différentes, etc. Enfin bon, voilà, pour multiples raisons ils sont souvent avantagés. Mais bon, pour moi c'est une question de temps. Et pour en revenir un petit peu sur cette difficulté de renouveler génération après génération, c'est le coach qui parlait à la sortie du match, le coach sénégalais, qui disait on vient de franchir un palier en Égypte avec cette qualification, il nous en reste un dernier à franchir. Maintenant, concernant cette victoire en terre égyptienne, j'espère que ça fera grandir le groupe qui est tout nouveau et qui a besoin de ce genre de match pour se construire, car ça ne l'a fait qu'un mois que nous sommes ensemble. Donc, tu vois, voilà, c'est vraiment, si le Sénégal parvient encore cette année à se qualifier pour la CAN, ben, c'est super fort. L'année passée, ils étaient demi-finalistes, ils étaient également du côté du mondial des clubs, donc ils étaient finalistes, pardon. Il s'était fait battre par la Zambie. Donc, ce sera assez énorme. Depuis maintenant plusieurs années, le Sénégal, c'est top en matière de formation. Et enfin, terminons par une confrontation entre deux pays voisins, l'Afrique du Sud et le Malawi. Voisin, tu me confirmes que c'est bien voisin, l'Afrique du Sud et le Malawi. Ça semble bien. Oui. Tu me mets, comme par hasard, j'ai un doute maintenant, mais le Malawi est bien collé à l'Afrique du Sud. Je pense qu'ils ont une frontière commune au sud. Tout à fait. Le Malawi du Malawi, au nord de l'Afrique du Sud, et vers le Mozambique. Ah non. Non, absolument pas. Il y a le Mozambique entre les deux. Donc voilà, c'est pas tout à fait voisin, mais c'est deux pays, en tout cas d'Afrique du Sud, de la région sud, en tout cas de l'Afrique. J'avais au moins ça en tête. Vous voyez, j'étais pas trop mauvais. Et qui va affronter donc le Malawi qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir non plus, comme le Burundi et la Mauritanie à ce genre de stade de compétition, qui va affronter donc l'Afrique du Sud que l'on connaît mieux, mais qui galère un petit peu ces derniers temps, qui, en tout cas chez les grands, qui rame un petit peu à retrouver son lustre d'antan. Est-ce que l'Afrique du Sud est encore un gros, en tout cas chez les jeunes? Oui, chez les jeunes, ça va encore l'année passée. Donc la dernière fois, ils étaient demi-finalistes du coup de la CAN. Je crois qu'ils avaient été éliminés par la Zambie, il me semble, de mémoire. Voilà, il y avait ils avaient été quand même super bons avec un très bon attaquant. Je me trouve mort, son nom ne me revient pas en tête. Singh, quelque chose Singh. Son nom c'est Singh, un nom en consonance indienne, et qui était vraiment très très bon. Du coup, l'Afrique du Sud, ils peuvent s'appuyer quand même sur un gros championnat avec des clubs vraiment bons, Kaiser Chiefs. Enfin, maintenant, vous commencez peut-être à les connaître aussi un petit peu par l'intermédiaire de tes brefs, Simon. C'est vrai que voilà, Mamelodi Sundowns, Ajax Cape Town, etc. C'est des Orlando Pirates, Kaiser Chiefs, c'est des clubs qui sont quand même super structurés, qui ont des catégories de jeunes et tout ça. Donc voilà, le football des jeunes sud-africains, c'est toujours plus ou moins bien porté. On peut dire qu'ils ont, c'est pas qu'ils ont un temps d'avance sur les autres, mais disons que leur organisation et leur structure leur permettent d'avoir un petit avantage naturel sur la concurrence, et notamment sur des pays comme le Malawi. Le Malawi, c'est un tout petit pays enclavé. Pour moi, le Malawi, tu sais, c'est une équipe un peu traquenard. Quand tu sais que tu as le Malawi dans ta poule en qualification pour la compétition, tu sais qu'arriver à l'aéroport, les douaniers vont te retenir pendant 2 heures. Tu vas être baladé d'hôtel en hôtel avec des hôtels qui marchent pas, sans clim. Enfin, tu vois, tout est fait pour te pourrir un peu ton séjour, pour que tu sois pas dans les meilleures conditions pour, une fois sur le terrain, réussir à gagner. Et du coup, voilà, c'est un petit peu la technique du petit poussé, tu vois, qui a vraiment tous les atouts, pas forcément toujours très fair-play de son côté pour pouvoir gagner. Je sais pas trop comment ça se passe au niveau des catégories de jeunes. J'imagine que l'attente est moins importante sur les enfants, donc forcément peut-être que les conditions sont un petit peu plus normales. Mais enfin, le Malawi, ils ont quand même, ils avaient perdu 2-1 chez eux contre l'Angola au tour précédent. Ils ont réussi à renverser la situation 4-1 du côté de Luanda. Quand même, l'Angola, c'est pas non plus trop mal. Il y a aussi un vrai championnat avec des bons clubs là-bas. Donc voilà, voir maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire face aux géants sud-africains. J'ai envie de dire voisins, mais non, ils sont pas voisins. Donc comme la petite leçon de géographie nous l'a confirmé. Mais voilà, ça va être un peu chaud. Et puis l'Afrique du Sud, ils ont eu un tour un petit peu plus facile avant contre le Mozambique.
3-0 chez eux après avoir fait un partout là-bas. Donc logiquement, l'Afrique du Sud devrait l'emporter. Et voilà, l'Afrique du Sud, c'est un régulier des cadres de jeunes. Donc, voilà, ce ne serait pas non plus une tellement grande surprise de les y voir. Mais en tout cas, ça nous réserve des matchs plutôt sympas pour cette mi-juillet, voilà, juste après la Coupe du Monde, histoire de décompresser tranquillement, quoi. Oui, tout à fait. Ça va nous faire repartir en douceur. C'est la jeunesse, c'est la fraîcheur de la jeunesse. Et en tout cas, oui, pour le coup, quand tu parlais de géographie, cette fois-ci, l'affrontement entre Afrique du Sud et Mozambique était pour le coup un vrai derby entre voisins. Eh bien écoute, merci Pierre-Marie, et puis on se retrouve très prochainement pour attaquer le gros, là, cette fois, là, par attaquer le gros morceau qui nous attend dans très peu de temps, là, dans un mois. Ah bah ouais, pourquoi pas, il y a une équipe africaine, moi, qui me fait... J'y crois un petit peu, tu vois, ces Nigériens-là, ils me plaisent beaucoup. On parlait du Sénégal, bon, un peu moins pessimiste, mais j'ai beaucoup d'espoir entre l'Égypte et le Nigeria. On peut avoir de très très belles histoires de cette Coupe du Monde 2018 qui viennent d'Afrique. Donc ouais, moi je vais suivre ça avec impatience. D'ailleurs, j'attends la liste et ils sont un peu à la traîne niveau liste. Bah oui, il ne reste pas beaucoup de jours. Hein. Didier Deschamps a dit que c'était jusqu'au 4 juin, je crois. Qu'il doit, le logiciel, il a parlé d'un logiciel là, avec l'affaire Rabiot, là, etc. Et le logiciel de la FIFA ferme le 4 juin, quelque chose comme ça. Eh bien écoute, merci PM, et puis je te dis à la prochaine. Ben, c'est moi, à très bientôt. Ciao. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette 9e émission. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux, et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des Fricas. Salut les amis!